D'abord, parlons marché avec Marie Delessac à nos côtés en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour Grégoire. Effectivement, et l'idée est de faire un peu l'anatomie quand même de la séquence qu'on connaît depuis fin septembre, qui est un rebond assez intense des actifs risqués et notamment des actions, et particulièrement des actions européennes. Je regardais le pointage des indices européens au 1er janvier, depuis le 1er janvier, je ne regarde pas tous les jours. J'ai été quand même surpris moi-même de voir que le CAC 40, par exemple, notre indice français, dividende réinvesti, n'était en baisse que de 4% depuis le 1er janvier. L'Eurostock 50, j'imagine, si on réinvestit les dividendes, accuse une baisse de seulement 5-6%. Exactement. Et depuis le rebond de fin septembre, l'Eurostock 50 est en hausse de 19% quasiment. Donc effectivement, des belles performances. Ce rebond qui a commencé en octobre, mi-octobre, en fait, il a commencé surtout sur des facteurs techniques. On était à un moment donné où le sentiment était très négatif. On avait eu des forts resserrements des conditions financières. On se souvient des interventions de la Fed, Jackson Hole, puis la réunion de la Fed du mois de septembre, très très dur. Tous les banquiers centraux allaient dans le même sens. Donc de fortes hausses de taux. Les taux américains, 10 ans, étaient revenus au-dessus de 4%. Donc tout ça pesait sur le marché et finalement des positionnements très faibles. Et donc on est rentré comme ça dans la saison de publication de résultats mi-octobre avec des performances assez dépréciées, un positionnement très faible, un sentiment très négatif. D'un point de vue technique, effectivement, c'est des conditions quand la saison de résultats se passe correctement pour entamer un rebond du marché. La saison de publication de résultats a été correcte. On ne peut pas dire qu'elle a été flamboyante. Je pense que le fait notable sur cette saison, c'est qu'on a eu des fortes révisions à la baisse avant les publications. Donc, ce qui a permis aussi d'avoir des surprises positives. Néanmoins, les surprises positives, notamment aux États-Unis, elles sont un peu en dessous des moyennes historiques. Environ 70% de surprises positives, alors que sur un historique, on est plutôt autour de 75%. Les résultats, la croissance est positive au global sur un an, mais tirée principalement par l'énergie. Ouais. Aux États-Unis, hors énergie, les résultats sont en baisse sur le 3e trimestre par rapport à l'année précédente. Donc c'est pas une saison très flamboyante, mais néanmoins, on va dire qu'on retourne un peu dans une certaine normalité pré-Covid. Ouais. On a finalement pris le parti de tout ce qui était rebond post-Covid, de l'économie, etc. On revient dans un peu plus de normalité sur ces saisons de publication de résultats. En Europe, en revanche, c'est un peu meilleur. Les croissances sont largement supérieures. On est à plus de 20%, entre 20 et 25% de croissance des résultats sur l'année. Alors, tiré bien sûr là aussi par l'énergie. On sait qu'il y a une composition sectorielle des indices qui favorise actuellement l'Europe. Mais tiré aussi par la devise. La baisse de l'euro a été effectivement très favorable aux entreprises européennes exportatrices. Donc là, ça se passe plutôt bien, on va dire, et ça explique peut-être aussi ces baisses limitées sur les marchés européens, en tout cas plus limitées. Sur l'année 2022, c'est 18% de croissance de résultats sur les entreprises européennes. Alors le marché est en baisse de 5%. Ouais. Et finalement, ça fait une baisse des valorisations sur l'année 2022 d'une vingtaine de pourcents. Ouais. Après une année 2021 où les valorisations avaient déjà baissé. Ouais. Là aussi, avec des hausses de résultats importantes. Donc ça fait 2 années qu'on a des contractions sur les valorisations des entreprises, avec des résultats en forte hausse. Et finalement, la croissance économique européenne cette année, elle est quasiment autour de 3%. Mais oui. Voilà. Avec une zone euro qui n'est toujours pas entrée en récession. Alors peut-être au moment où on se parle, on verra les chiffres de croissance du 4e trimestre, mais tout le monde pensait que la zone euro entrait en récession au 3e trimestre. L'Allemagne notamment, oui, il y a une récession industrielle en Allemagne, mais au global, l'économie allemande a affiché une croissance positive encore au 3e trimestre. Exactement. Au global, l'économie, cette année, se tient, mais effectivement, la récession va venir. Et quand on regarde dans l'historique, on n'a jamais eu de forte baisse d'inflation sans récession. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que le pic d'inflation est passé aux États-Unis, pas encore en Europe. Et effectivement, le chiffre d'inflation qu'on a eu au mois de novembre a
soutenu un deuxième souffle dans le rebond qu'on connaît actuellement, avec un chiffre inférieur aux attentes. Donc c'était une surprise positive et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de surprise positive sur l'inflation. Donc ça a été effectivement salué par les marchés. Et des banques centrales qui modifient un peu leur discours. Et ça, c'est effectivement assez essentiel. On change de tempo. Pivot ou pas, on verra. Mais en tout cas, on change de rythme. Alors voilà, le pivot, je ne sais pas si c'est effectivement le bon mot. Pivot dans le discours, peut-être, pour l'instant. On a commencé avec, au mois d'octobre, la Banque du Canada, la Banque d'Australie, qui ont monté les taux un peu moins que prévu, avec des discours, notamment la Banque du Canada, qui faisait attention à sa croissance. On a enchaîné avec la BCE, une hausse de 75 points de base, donc une forte hausse. Mais là aussi, une prise de conscience de l'évolution économique, un peu plus d'attention portée aux effets retard, peut-être, de ces hausses de taux, et confirmée par le communiqué de la Fed après la réunion, mais pas forcément par le discours de M. Powell dans sa conférence de presse d'après-réunion. Donc, on a quelques banques centrales qui changent un peu de ton, et la Fed souffle encore le chaud et le froid, mais là, on a quand même un changement de ton aussi, c'est que, en fait, depuis août jusqu'à cette réunion de la Fed, tous les banquiers centraux allaient dans le même sens. Oui. À chaque fois qu'ils prenaient la parole, c'était pour aller dans un sens très de resserrement des conditions financières, de hausse des taux très marquées. Et on avait à chaque fois des anticipations de taux qui étaient obligés de s'ajuster et de monter, et de monter, et de monter. Et là, depuis le mois de novembre, on a un peu plus de dissension. On a l'impression dans les moins unanime. Voilà. Même cette semaine, on a Madame Master, Madame Daly qui sont intervenues en disant il faut prendre les effets retard, même si le taux doit arriver à 5%. Et à l'inverse, Monsieur Boulard, qui nous fait une belle démonstration pour nous dire que le taux doit être entre 5 et 7%, le taux terminal, donc qui peut monter largement au-dessus des 5%. Donc voilà, on a un petit peu plus de dissension. Il y a un facteur aussi qui explique peut-être l'évolution du discours des banques centrales. Ça a été l'épisode britannique, qui a fait apparaître quand même des risques matérialisés sur le marché britannique, des risques importants pour la stabilité financière à certains moments. Ça peut jouer, j'imagine, aussi dans cette phase où on a des chocs monétaires déjà très importants dans un temps très concentré qui ont été délivrés par les banques centrales. Ça amène aussi peut-être une réflexion différente désormais. Ça amène une réflexion différente, certainement, effectivement, sur la prise en compte des effets retard. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend partout. Et je pense que ça amène aussi peut-être quelque chose d'un peu différent, mais plus sur les gouvernements et les politiques fiscales. Voilà. Et faire attention à ce que les politiques soient financées. Sur ce point-là, effectivement, on voit des évolutions. Au global, comment est-ce que vous traitez ce rebond ou ce rallye d'automne, sachant qu'on a déjà eu un rallye très fort au cours de l'été, qui s'est terminé dans la douleur, avec l'épisode de Jackson Hole où Jérôme Powell a ramené tout le monde à la raison, entre guillemets. Le marché avait refait des points bas ensuite fin septembre. Est-ce que ce rallye, pour vous, reste un rebond de bear market, c'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine manière, s'en méfier et ne pas trop extrapoler la tendance qu'on observe depuis quelques semaines, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent, de plus constructif, peut-être désormais, sur la base des éléments que vous avez pu citer, Marie? Oui, on a accompagné ce rallye de façon tactique au début. On a une position fondamentale un peu moins négative, on va dire un peu plus neutre, parce que justement, ce changement de ton des banques centrales, alors c'est pas la fin de la hausse des taux, donc on reste dans un environnement de resserrement des conditions financières, mais on a quand même un changement de ton et on commence à avoir un petit peu plus de visibilité quand même. Et plus on va avancer, plus on va avoir de la visibilité. En revanche, on va basculer d'un environnement où la hausse des taux prenait le pas sur le reste à un environnement où on va regarder plus l'environnement économique. Et là, pour le coup, la récession, elle est plutôt devant nous. Et donc, ça va continuer à amener un peu de volatilité sur les marchés d'actions. Probablement caper un peu la hausse possible sur les marchés d'actions parce qu'on aura possiblement une récession des profits l'année prochaine qui n'est pas encore intégrée. On n'attend pas grand-chose pour l'instant dans les marchés pour l'année prochaine. C'est autour de 1% de croissance des résultats pour 2023 en Europe, 3-4 aux États-Unis. Ça, c'est le consensus des analystes. C'est le consensus des analystes. On sait qu'ils s'ajustent un peu tardivement.
Mais effectivement, les résultats devraient quand même être pénalisés dans la récession. En règle générale, les profits baissent quand même. On a rarement vu des situations différentes. Oui, j'entends. Dans quelle mesure? C'est toute la question. Et c'est vrai que le débat sur quelle va être la sévérité de la récession, ce débat, il est encore très ouvert aujourd'hui. Est-ce qu'on y voit quand même un peu plus clair? Je lisais ce matin les propos du patron de Trafigura, qui est un des plus grands négociants au monde de matières premières, qui participait à une conférence en Asie hier, je crois, qui dit le risque, par exemple, d'une pénurie de gaz stricte en Europe pour cet hiver, a priori semble écarté, avec la douceur, en tout cas avec laquelle l'automne a pu se terminer, et les niveaux de stockage qu'on a aujourd'hui en termes de gaz. Il y a même peut-être la perspective qu'on n'ait pas de pénurie sévère pour l'hiver 2023. C'est ce qu'estime le PDG de Trafigura aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une bulle de pessimisme qui peut se dégonfler peut-être de ce point de vue-là, ou est-ce qu'on a plutôt envie d'attendre de voir effectivement quelle sera l'ampleur de cette récession la plus attendue de l'histoire? Effectivement, tout le monde s'attend à cette récession. Sur le gaz, bon, effectivement, pour l'hiver 2022, ça a l'air assez... mieux parti que ce qu'on imaginait. Oui. En revanche, les prix, même s'ils ont largement dégonflé, restent élevés. Donc ça va avoir un impact quand même sur les résultats des entreprises, parce que c'est un coût pour eux. Et c'est quelque chose qui a été relevé dans les publications de résultats. Ils mentionnent quand même tous, effectivement, notamment en Europe, puisque c'est la plus pénalisée, ces coûts de l'énergie qui vont pénaliser leur marge. Et sur la récession, il y a un chemin pour avoir une récession pas trop forte. Et dans ces cas-là, effectivement, en fait, l'inflation aidant, parce qu'on a quand même des facteurs qui militent pour une baisse de l'inflation, même si le pic en Europe sera plus tardif, plus Q1 l'année prochaine, donc on n'y est pas encore. Mais on a des coûts des transports en baisse, on a des stocks élevés quand même dans les entreprises, une demande qui faiblit. Vous parliez des indicateurs PMI, ils restent quand même en zone de contraction. Donc on est quand même dans un environnement en ralentissement. Aux États-Unis, on a un marché de l'immobilier qui commence à être pénalisé, même s'il y a un effet retard sur le chiffre lui-même d'inflation. Ça devrait arriver d'ici le premier trimestre, donc l'inflation devrait rebaisser, et ça permettrait d'éviter des hausses de taux supplémentaires plus fortes qui aggraveraient effectivement l'effet récessionniste. Et donc là, effectivement, course contre la montre. Exactement, les profits baisseraient, mais de façon mesurée, ce qui emmènerait peut-être les marchés d'actions dans une bande de fluctuation un peu large, avec un peu de volatilité encore probablement pour l'année prochaine. Merci beaucoup Marie. Merci pour cet éclairage sur la situation de marché après 7 semaines de rallye action, notamment en Europe. Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management.